On a vu comment une cellule excitable pouvait avoir des variations électriques, comment on pouvait créer ce potentiel d'action, comment il pouvait se déplacer sur le neurone. Et donc, on arrive maintenant, je dirais, au bout de ce cheminement qui est la synapse, qui va donc permettre à cette information nerveuse d'aller générer un effet sur une cellule cible. Alors, chaque synapse va en fait comprendre deux parties, la terminaison de l'axone de la cellule présynaptique d'une part, et la membrane postsynaptique, qui évidemment peut être variable, un neurone ou une cellule non neuronale. Au niveau du système nerveux, la majorité des synapses sont proches des dendrites et du corps cellulaire, du soma, avec classiquement plus on a de dendrites, plus on a de synapses. En général, et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, en moyenne, on peut estimer qu'on a 10 000 synapses, même si ce nombre peut monter à plus d'une centaine de milliers de synapses. Donc, autant d'informations que va recevoir le neurone. Ces synapses, elles sont de deux types, soit les synapses électriques, soit les synapses chimiques. La synapse électrique, très peu chez l'homme, par des jonctions communicantes. Donc, nous, c'est des synapses chimiques, autrement dit, l'utilisation de neurotransmetteurs qui vont modifier cette information. Et en fait, chez l'homme, on peut considérer que la synapse, on peut la définir comme étant le lieu où on aura la conversion d'un message électrique en un messager chimique qui va être capable de générer une réponse adaptée dans une cellule post-synaptique. La synthèse de ce neuromédiateur peut avoir lieu soit dans le corps cellulaire, soit dans la terminaison de l'axone, quand c'est juste une petite modification. Ce n'est pas de la synthèse protéique, et il n'y en a pas dans l'axone, on l'avait déjà dit, mais c'est juste une modification chimique, par exemple, parce que la terminaison axonique ne contient pas les organiques permettant la synthèse. Donc, il faut systématiquement que ce soit élaboré au niveau du soma et amené, là aussi on l'avait évoqué, par des transporteurs pour être stocké dans des vésicules au niveau de la terminaison de l'axone. Et c'est ce qu'on va retrouver sur le schéma où vous avez la membrane présynaptique et là, toutes ces vésicules remplies en rouge de neurotransmetteurs. On va retrouver donc aux côtés de ces vésicules tout un tas de mitochondries, là aussi je l'avais évoqué, qui sont importantes dans le cadre du métabolisme du neurone. Alors, en pratique, si on reste synapse un peu plus en détail, on va avoir donc un élément présynaptique, on l'a dit, avec ce qu'on appelle le bouton synaptique, qui correspond à la partie renflée en fait, de l'axone. On retrouve à l'intérieur des dizaines de vésicules synaptiques pleines de neurotransmetteurs dans le cytoplasme et qui renferment elles-mêmes des milliers de molécules de neurotransmetteurs. Et à ce niveau-là, on va avoir un cytosquelette qui s'arrête et on va pouvoir observer au niveau de la membrane plasmique ce qu'on appelle la grille présynaptique. On retrouve un petit peu ici la microscopie électronique à transmission, qui reflète simplement la zone d'exocytose des vésicules, donc à ce niveau-là. On va pouvoir noter aussi la présence de canaux calciques au voltage dépendant, on y reviendra. On a ensuite la fente synaptique, qui est une fente donc, qui est un espace très fin, de quelques dizaines de nanomètres, qui est rempli de liquide. Alors, on a l'impression sur les schémas que c'est du vide. En fait, ce n'est pas la vésicule. Le neurotransmetteur, il ne doit pas tomber là et viser en face. Il faut imaginer qu'il y a du liquide là-dedans, que c'est très proche. On trouve des cadérines qui font la jonction entre la membrane pré et la postsynaptique. On peut trouver aussi des enzymes, par exemple des enzymes du métabolisme, qui vont pouvoir moduler la concentration des neurotransmetteurs à ce niveau-là. Et enfin, on a la membrane postsynaptique. L'élément postsynaptique, il peut être variable suivant le type de synapse. Ça peut être un axone, ça peut être le soma, ça peut être un dendrite, ça peut être une cellule d'un vaisseau sanguin, une cellule musculaire lisse, etc. Et à ce niveau, on va retrouver donc des récepteurs qui seront spécifiques aux neurotransmetteurs qui seront libérés, avec deux grandes catégories de récepteurs. D'une part, ce qu'on appelle les récepteurs ionotropes, on appelle ça aussi les récepteurs canaux. Là, le principe, c'est que la liaison du neuromédiateur sur le récepteur va provoquer en fait l'ouverture d'un canal ionique central qui va laisser passer un ion. Par exemple, ça peut être du sodium, ça peut être du chlore pour les récepteurs au GABA. Et en fait, le passage de l'ion, charge positive, charge négative, etc., eh bien, va permettre de moduler la polarité de la membrane postsynaptique et donc avoir un effet qui pourra être un effet excitateur ou un effet inhibiteur. On aura un autre type de récepteur que sont les récepteurs métabotropes. On parle aussi un acronyme de RCPG pour récepteur couplé aux protéines G. Dans ce cas-là, la liaison du neurotransmetteur sur le récepteur va induire un changement conformationnel de ces récepteurs, qui sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, et qui vont activer, dans un deuxième temps, une signalisation intracytoplasmique. Et donc, on aura une cascade de signalisation qui va d'abord impliquer, dans un premier temps, une protéine hétérotrimérique de type G,
On peut avoir des protéines GI, GS ou GQ, ça dépend elles-mêmes à quoi elles sont couplées, et qui vont activer différentes voies de signalisation, souvent couplées par exemple à l'adénylycyclase pour moduler les taux d'AMPC avec GS ou GI, ou par GQ, on peut avoir l'activation d'une phospholipase C qui va hydrolyser au niveau de la membrane des phospholipides et qui va pouvoir donner du diacylglycérol, de l'inositol triphosphate qui eux-mêmes vont pouvoir signaler dans la cellule postsynaptique. On va donc trouver un certain nombre de neurotransmetteurs dans ces synapses. Les neurotransmetteurs, je dirais, les plus classiques qu'on va retrouver, donc vous aurez l'occasion de reparler, l'acétylcholine par exemple, les catécholamines dans lesquelles on retrouve la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, la sérotonine, qui n'est pas une catécholamine mais qui est une amine. On retrouve le GABA, l'acide GABAergique, qui est un neurotransmetteur inhibiteur important dans le système nerveux central. La glycine, qui partage là aussi des rôles similaires avec le GABA un petit peu. On va ensuite retrouver une famille de neurotransmetteurs peptidiques. On a par exemple les endorphines, les encéphalines. On est dans le domaine là, notamment des neurotransmetteurs des voies de la douleur, par exemple. La somatostatine, la substance P, la vasopressine, qu'on appelle aussi l'ADH, importante, parce qu'elle va avoir un rôle important au niveau du contrôle de notre pression artérielle. On va agir à distance, on va agir notamment donc, au niveau du rein, en jouant sur la réabsorption d'eau au niveau rénal. On peut citer l'ocytocine, là aussi, qui est un modulateur important chez la femme, par exemple, de la musculature de l'utérus. La neurotensine ou encore la CCK qui est la cholécystokinine. Et enfin, on a d'autres neurotransmetteurs qui sont un petit peu plus, je dirais, non pas confidentiels, mais qui sont plus particuliers. Par exemple, certains neurones qui vont libérer du NO, du monoxyde d'azote, d'autres qui vont libérer de l'adénosine, des purines, de l'ATP, certains qui vont libérer des neurostéroïdes, comme par exemple la progestérone ou encore la DHEA, la déhydroépiandrostérone. Alors, comment va être libéré ce neurotransmetteur? En fait, on retrouve ici nos protagonistes, la membrane présynaptique, la fin synaptique, la membrane postsynaptique avec ses récepteurs qui sont symbolisés en vert. Et donc, on va avoir un potentiel d'action qui va se propager le long de la membrane ici, alors myélinisé ou pas, peu importe, donc sodium-potassium, on alterne, on dépolarise. Et en arrivant au niveau de cette membrane présynaptique, le potentiel d'action va tomber nez à nez, je dirais, avec des canaux calciques au voltage dépendant. On a pas mal de canaux calciques au voltage dépendant à cet endroit-là, et donc la stimulation, la dépolarisation implique l'ouverture de ces canaux calciques, et on va donc se retrouver avec du calcium qui va pénétrer à l'intérieur de la cellule. Ce calcium va se lier à différentes protéines de régulation, et ces protéines vont permettre l'exocytose des vésicules renfermant les neurotransmetteurs. On va donc observer une fusion de la vésicule qui va se faire avec la membrane cellulaire, avec comme conséquence une libération de ce neurotransmetteur dans la fente synaptique. Les molécules de neurotransmetteurs à ce moment-là, leur objectif, ça va être d'aller se fixer de l'autre côté, je dirais, sur les récepteurs postsynaptiques et de générer une réponse qui sera variable, évidemment, suivant le récepteur, suivant la membrane postsynaptique, etc. Le neurotransmetteur peut avoir d'autres devenirs. On peut retrouver dans la fente, par exemple, des enzymes qui vont dégrader ce neurotransmetteur, ce qui va moduler la concentration et l'effet sur la membrane postsynaptique. On a des neurotransmetteurs qui peuvent être recaptés par la membrane présynaptique pour être réutilisés. On a des neurotransmetteurs qui peuvent se fixer sur des autorécepteurs et qui eux-mêmes peuvent moduler la propre libération du neurotransmetteur, autrement dit, avoir un mouvement de rétrocontrôle, ce qu'on appelle un mouvement de feedback, rétrocontrôle négatif, par exemple, un feedback négatif qui fait qu'il va s'auto-limiter sa propre libération. Et donc, on a des toxines, des fois, qui modulent cette activité de libération de neurotransmetteurs. Par exemple, les neurotoxines, la toxine botulique ou la toxine tétanique, eh bien, jouent notamment sur ces protéines et ces phénomènes d'exocytose du neurotransmetteur. Alors, on a un modèle qui est apparu, je dirais, récemment, enfin, pour des dernières décades, qui est ce qu'on appelle la voie Kissen-Run. En fait, l'idée c'est que lorsque les vésicules vont fusionner le modèle classique d'exocytose, la membrane de la vésicule s'intègre à la membrane présynaptique. Dans le modèle Kissen-Run, la différence, c'est que la vésicule synaptique vient au contact de la membrane plasmique
au niveau d'un complexe qu'elle va former, qu'on appelle le pore, où elle va former le pore de fusion. Et cette fusion provoque l'ouverture d'un canal par lequel le neurotransmetteur peut sortir. Et on a ensuite une partie de la vésicule qui va s'intégrer à la membrane plasmique, mais le reste de la vésicule va se détacher et va repartir dans le cytoplasme. Et elle va pouvoir revenir dans un pool de réserve intracytoplasmique. Donc c'est le schéma que vous avez là, elle vient au contact, elle libère une partie, elle repart. Et là, vous voyez, issu d'une publication, une image en microscopie électronique en transmission et une image en microscopie électronique à balayage, où on voit cette vésicule de sécrétion qui vient au contact de la membrane présynaptique. Là, vous avez la membrane postsynaptique. On voit la formation du pore de fusion. Les éléments vont sortir. Et ensuite, cette partie-là se détachera et repartira dans le compartiment intracytoplasmique. Et là, vous voyez, en vue en microscopie à balayage sur la membrane, ce pore de fusion avec cette ouverture, ce canal qui est créé et qui va permettre donc l'extériorisation du neurotransmetteur. Alors, les molécules qui sont libérées par ces neurones, elles peuvent être très variées, on l'a un petit peu évoqué. Elles vont pouvoir agir comme des neurotransmetteurs, elles vont pouvoir agir comme des neuromodulateurs et comme des neurohormones. Les neurotransmetteurs et les neuromodulateurs, en fait, ils vont agir comme des signaux, on pourrait considérer paracrines, avec des cellules qui sont des cellules cibles, qui sont localisées près du neurone, qui les sécrètent. C'est le cas, par exemple, des neurotransmetteurs qui vont agir donc, en général sur des synapses et des neurones modulateurs qui agissent en général au niveau de synapses et aussi un petit peu ils diffusent de cycles non synaptiques. Grosso modo, on va dire qu'on est à peu près dans le même système. Et dans certains cas, certains vont agir de manière autocrine. Les neurohormones, par contre, elles vont aller agir à distance, c'est-à-dire qu'elles vont être libérées dans le sang et elles vont aller agir sur une cellule qui pourrait être excessivement loin. J'ai évoqué l'ADH précédemment, la vasopressine, elle va agir des neurones, elle va agir par exemple au niveau des cellules du rein. Alors on peut considérer qu'on a un certain nombre de variétés de sécrétions neurocrines importantes. Là aussi, on peut en identifier 6 ou 7. L'acétylcholine, je l'ai évoqué. Vous allez revoir notamment au niveau de la plaque motrice, c'est-à-dire la synapse entre le neurone, le motoneurone et la cellule musculaire striée-squelettique. C'est elle qui joue ce rôle-là. On la retrouve comme constituant majeur aussi du système nerveux autonome. Les amines, les sécrétions qui sont sous forme d'acides aminés, les purines. On peut avoir certaines sécrétions neurocrines comme des gaz, non. On peut avoir des peptides et enfin on peut avoir des lipides. Le système nerveux central libère de nombreuses sécrétions, alors que le système nerveux périphérique, par contre, est beaucoup plus restreint, je dirais, et on va retrouver à ce moment-là l'acétylcholine, la noradrénaline et l'adrénaline qui va agir entre autres comme une neurohormone.